très heureux. Alors, je me présente, je m'appelle Xavier et je vais essayer de partager avec vous ma passion pour la littérature. Bonjour Arthur. Alors, soyez prêts avec un stylo à la main parce que vous allez voir défiler beaucoup de livres. Donc, j'espère que vous êtes prêts avec une feuille, un stylo, et pour noter tous les livres que nous allons mentionner pendant le webinaire. Alors, si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous aimez la culture française et bien entendu la littérature. N'hésitez pas à commenter des livres que vous avez déjà lus pour donner envie à vos camarades de les lire. Vous pouvez aussi, bien entendu, faire des commentaires parfois, alors pas forcément négatifs, mais de dire pourquoi vous n'avez pas aimé et pourquoi vous avez aimé. Alors, nous avons évidemment chacun des goûts très différents et dans ce webinaire, nous allons nous concentrer principalement sur la littérature contemporaine. Je vais vous parler de quelques classiques, mais je vais me centrer surtout autour des auteurs d'aujourd'hui, des auteurs populaires dans le bon sens du terme, pour que vous puissiez vous donner une idée et de ce qui s'est fait en littérature en France et dans le monde francophone aujourd'hui. D'accord? Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à commenter sur le chat. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez un stylo à côté, si ce n'est pas le cas, courez vite, vite, cherchez de quoi écrire et nous allons commencer. Alors, par une petite collection qui s'appelle Lecture clé en français facile. Alors, je vous ai mis, vous pouvez voir sur la présentation un exemple. Alors, je vous rappelle comment vous pouvez choisir la lecture. Ok, si vous êtes débutant en français, et choisissez le niveau A1, niveau A2, qui est le niveau élémentaire. D'accord? Et vous avez le niveau tout à fait en bas, à votre gauche, et pour vous guider sur le niveau à choisir. Ensuite, si vous vous sentez plus à l'aise en français, vous pouvez choisir le niveau B1, B2. Alors, la lecture est déjà plus longue, avec un vocabulaire plus élaboré. Et si vous êtes très, très à l'aise en français, vous pouvez choisir le niveau C1, C2. D'accord? Je vais vous donner tout à l'heure quelques pages et quelques liens où vous pouvez acheter ces livres. C'est une excellente manière de vous familiariser avec les classiques en français. Alors, ces lectures, cette collection qui s'appelle Lecture clé en français facile est conçue pour aider les apprenants de français à lire et comprendre des textes littéraires adaptés à votre niveau de français. Ces livres sont réécrits dans un vocabulaire simplifié avec et qui rend donc la lecture beaucoup plus accessible en conservant, bien entendu, l'essence des œuvres originales. D'accord? Alors, je vous montre un petit exemple. Vous avez des classiques en français, mais aussi vous avez l'histoire, par exemple, de grands monuments français, comme par exemple la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Vous avez aussi des biographies et simplifiées pour les étudiants qui apprennent le français. Et vous pouvez voir quelques exemples d'exercices. D'accord? À la fin de chaque chapitre, vous avez une page ou deux pages avec des exercices et à la fin, vous pouvez trouver le lexique, d'accord, qui va vous aider dans votre lecture. Ok, si vous connaissez cette collection, vous pouvez faire des petits commentaires sur les chats. Alors, quoi lire? Pour débuter, je vous conseille, si vous connaissez, encore une fois, n'hésitez pas à faire des commentaires.
Je sais que c'est très connu un peu partout dans le monde. Le petit Nicolas. Alors, ce sont des histoires courtes et très drôles sur un écolier français. Très facile à comprendre, très accessible. Tout le monde aime, les adultes et les enfants. Ensuite, vous avez par exemple les contes de Perrault, et comme par exemple le petit chaperon rouge. Et alors, attention, n'oubliez pas que ce sont des contes qui ont été écrits au XVIIe siècle. Donc, le vocabulaire peut être parfois un peu difficile si vous lisez la version originale, mais si vous prenez les nouvelles versions, elles sont beaucoup plus accessibles. Ensuite, vous avez toute la collection des œuvres de Marcel Pagnol. Alors, ce sont des souvenirs d'enfance en Provence. Et le plus célèbre, c'est La gloire de mon père. Et beaucoup plus célèbre, grâce à la série sur Netflix avec l'acteur Omar Sy. Et oui, merci Agnieszka, tu as lu Pagnol? Oui, moi aussi, je l'ai lu, je vous le conseille vivement. C'est très mignon, c'est très accessible, et l'histoire, elle est très belle. Et vous avez la série télévisée aussi, plusieurs d'ailleurs, plusieurs séries. Alors, donc, je reviens à Arsène Lupin, est devenu célèbre grâce à la série sur Netflix avec Omar Sy, aussi très accessible. Pour approfondir déjà un niveau B1, B2, alors vous avez Le Petit Prince, l'un des livres les plus lus au monde. Et c'est un conte poétique, philosophique. Si vous avez des enfants, vous pouvez évidemment lire à vos enfants en français Le Petit Prince. Et il y a aussi un dessin animé que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube. Ensuite, une lecture peut-être plus complexe, plus philosophique, L'étranger et d'Albert Camus, et qui nous parle en fait de la philosophie existentialiste. Alors, c'est un peu plus difficile. Je vous conseille de lire peut-être la version simplifiée, de lire la version en polonais pour bien comprendre la portée philosophique du roman. Et après, si vous avez le courage, de les lire en français, bien entendu. Alors, Belle Amie, ensuite, des Guy de Maupassant, aussi une version adaptée. C'est, si vous aimez la littérature réaliste du 19e siècle, je vous invite vivement à lire de manière générale les histoires de Guy de Maupassant. Ensuite, de Michel Tournier, Vendredi ou La vie sauvage, une réécriture accessible sur de Robinson Crusoe et inspiré d'un fait réel qui s'est passé sur une île qui appartient aujourd'hui au Chili. Ensuite, vous avez Un sac des billes de Joseph Joffo, un témoignage touchant d'un enfant juif pendant la guerre. Voilà. Alors, ensuite, nous allons parler, voilà Arsène Lupin, dans sa version simplifiée, proposée par Clé Lecture en français facile, et vous le trouvez aussi dans votre langue très facilement. Alors, la série que vous pouvez voir actuellement sur Netflix est la plus célèbre, mais vous avez aussi un film et avec Romain Duris, un acteur célèbre français. Alors, quelques classiques que je pourrais vous proposer. Alors, je vous rappelle que c'est un webinaire centré autour de la littérature contemporaine. Donc, c'est un peu difficile de vous parler en fait des classiques français parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai fait une petite sélection par siècle. Alors, si le XVIIe siècle vous intéresse, c'est le siècle de Louis XIV, notre roi Soleil, je vous conseille vivement Molière. D'une part, parce qu'on dit, en fait, en parlant de la langue française, que c'est la langue de Molière, et parce que c'est la langue, en fait, qui a donné sa renommée aux Français dans le monde entier.
Et Molière, il est encore accessible aujourd'hui, même s'il y a quelques mots qu'on ne comprend plus aujourd'hui, mais il reste tout de même très, très accessible. Et vous pouvez les trouver gratuitement sur Internet. Et je vous conseille la page de TV5 Monde qui a une bibliothèque gratuite et pour les étudiants en français. Pour les enseignants, il suffit juste de s'inscrire. Donc, vous pouvez trouver les œuvres de Molière de manière gratuite. Ensuite, nous passons au XVIIIe siècle. Le grand classique de cette époque, de la période qu'on connaît comme libertine en France, c'est l'œuvre de Corderlo de Laclos, Les liaisons dangereuses. Et si vous aimez le XVIIIe siècle, il faut absolument lire Les liaisons dangereuses et ou voir le film. Alors vous, si vous reconnaissez les acteurs, vous voyez John Malkovich, Glenn Close, l'excellente actrice Glenn Close et Michelle Pfeiffer. C'est le meilleur film qui a été fait sur les liaisons dangereuses. Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est le plus fidèle à l'histoire. En plus, le fait que ce soit joué en costume d'époque, ça rajoute une richesse supplémentaire au film. Voilà, et vous les trouvez en polonais aussi très, très facilement. Ensuite, je vous conseille, nous passons au 19e siècle, l'œuvre de Marcel Proust, et alors qui demande plus de concentration. Et déjà, il faut avoir un niveau de français intermédiaire, voire un niveau avancé. Vous pouvez le lire évidemment aussi d'abord en polonais. Et les œuvres de Proust, certaines sont proposées aussi dans un français adapté, plus facile pour les étudiants de français. Si vous avez suivi des cours avec nous, des cours de français, vous connaissez la célèbre scène de la Madeleine de Proust. Nous l'utilisons, nous les profs, et dans les manuels de français, et pour vous présenter les temps du passé, le passé composé, l'imparfait. Et oui, et ça demande, Katarzyna, beaucoup de temps. Oui, exactement. Je viens de lire ton commentaire sur Proust. Oui, c'est une œuvre plus complexe, mais très, très, très belle. Dans cette célèbre scène où le protagoniste met une madeleine dans le thé et qu'il goûte cette madeleine, il y a toute une partie de son enfance qui émerge du passé. C'est une très, très belle scène et qui est passée, en fait, en français courant comme une expression. La Madeleine de Proust. Quelle est ta Madeleine de Proust? Qu'est-ce qui évoque en toi un souvenir heureux? En général, c'est un souvenir heureux et qui te rappelle ton enfance, un moment de ton enfance. D'accord? Voilà. Nous l'utilisons aussi quand nous parlons des sens, hein, les 5 sens. Alors, c'est en effet une littérature, je vois vos commentaires, c'est une littérature plus complexe, mais très, très belle et qui nécessite aussi un petit peu, peut-être, il y a beaucoup des allusions philosophiques hein, dans cette œuvre. Alors, où acheter des livres? Alors, je passe un petit bonjour à des collègues qui m'ont aidé, notamment Eva, qui m'a conseillé certains endroits où se procurer des livres. Alors, vous avez, par exemple, ici à Varsovie, si vous êtes de Varsovie, et Vincent Café, qui vend des livres. J'y suis allé, je me suis procuré quelques livres et c'est vrai que c'est très, très bien, surtout par rapport à la littérature contemporaine. D'accord? Donc voilà, vous pouvez voir l'adresse exacte, Vincent Café. Ensuite, je ne sais pas si ça existe dans d'autres villes en Pologne, mais ici à Varsovie, et surtout dans la rue Kredytowa,
Et il propose également des manuels de français, des livres pour tous les niveaux. Les livres dont je vous ai parlé au début du webinaire, la petite collection et lecture clé en français facile, vous les trouvez dans cette librairie. D'accord? Tous les niveaux. Ensuite, en ligne. Alors, peut-être si vous connaissez d'autres pages où acheter des livres en ligne, n'hésitez pas. Et on peut commander en ligne sur Bookland. Oui, aussi, exactement, bien sûr. Et vous avez aussi la Fnac en France. Mais là, je ne sais pas, j'imagine que les frais d'envoi sont plus chers, plus importants. Sinon, ici en Pologne, et, je vous conseille cette page, cette librairie en ligne, Libristo. J'ai déjà acheté avec eux et ça marche très très bien, aucun problème. Euh, il faut rester attentif, ils vous préviennent quand est-ce que le colis va arriver. Voilà, il faut juste rester en communication avec eux. Ensuite, je vous propose aussi cette page. Je la connais un peu moins bien, mais certains collègues m'ont dit qu'il n'y a aucun problème avec cette page. Et puis aussi cette page Educator. Voilà, hein, vous pouvez commander en ligne sans aucun problème. OK? Voilà. Alors, j'aimerais vous parler des concours littéraires français qui jouent un rôle très important car ils dictent les choix des lecteurs. Leur importance provoque toujours d'ailleurs des polémiques, des mécontents évidemment, et car souvent de très bons romans ne sont pas récompensés. Quels sont les principaux concours? Vous avez le prix Goncourt, qui est le plus prestigieux, et il est décerné le premier mardi de novembre. Ensuite, vous avez le prix Renaudot, comme vous pouvez le voir à l'image. Il est attribué le même jour que le Goncourt et il est souvent perçu comme son complément et sa concurrence, hein. C'est le concurrent direct du prix Goncourt. Ensuite, vous avez le prix féminin qui est décerné par un jury exclusivement féminin. Mais ça ne veut pas dire que les gagnants va toujours être une femme, pas du tout. Hein. Et il est aussi remis généralement début novembre. Et un autre prix important, c'est le prix Médicis, qui récompense des œuvres novatrices, d'accord, des auteurs aussi qui débutent en littérature. Chaque année, il y a des controverses autour des remises des prix. Le prix Renaudot a été, par exemple, critiqué pour ses pratiques opaques, ses accusations de favoritisme et manque de transparence. Comme dans tous les concours, évidemment, il y a toujours des polémiques. Et par exemple, en 2024, le prix Goncourt, alors, j'avance un petit peu. Voilà quelques titres. Si vous êtes rapide, vous pouvez prendre des photos, des captures d'écran pour saisir les noms de quelques livres. Alors, regardez l'importance en fait de ces prix. Évidemment, c'est la réussite assurée pour un auteur. Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi la renommée littéraire qui est en jeu. D'où toutes ces polémiques autour des prix littéraires, hein, qui sont évidemment très importants pour la renommée d'un auteur. Alors, voilà quelques romans qui ont été récompensés. Vous connaissez peut-être l'auteur suisse Joël Dicker, très célèbre en ce moment, Delphine de Vigan. Voilà. Alors, et j'aimerais vous parler de ces prix Goncourt 2024. Donc, c'est tout récent. Alors, et l'auteur est Kamel Daoud, il est algérien et dans son roman, il aborde la décennie noire en Algérie.
C'est une guerre civile algérienne qui a eu lieu de 1992 à 2002. Cette distinction a suscité des débats sur l'assignation identitaire et la liberté d'expression. Certains saluent par exemple le courage de l'auteur et d'autres les critiquent par rapport à sa position envers son pays d'origine, l'Algérie. Alors, polémique aussi parce que la jeune femme protagoniste du roman a été soignée par l'épouse de l'auteur, Kamel Daoud, et qui est médecin psychiatre et qui a rompu le secret professionnel et a raconté à son époux son histoire, l'histoire de cette femme qu'elle a eue en thérapie pendant un moment. Donc voilà, ça a été très critiqué comment l'histoire de cette femme, de la protagoniste du roman, a été dévoilée. Alors, le roman raconte l'histoire d'Aube, une jeune coiffeuse algérienne, unique survivante de sa famille durant la décennie noire des années 1990. Elle porte une profonde cicatrice à la gorge, conséquence d'une tentative de décapitation par des islamistes et qui l'a rendue muette. Le récit raconte cette vie marquée par ce traumatisme et le silence imposé et sa lutte pour surmonter les horreurs du passé. Et alors, pourquoi ces titres un peu énigmatiques, ou Ris, ça dépend, on peut prononcer les S, fait référence aux Ouri, ce sont des créatures célestes décrites dans la tradition islamique comme des femmes d'une grande beauté promises au paradis. Dans le contexte du roman, ce symbole est utilisé de manière complexe, évoquant à la fois une promesse de rédemption, de pardon et aussi une tentation dangereuse. D'accord? Donc voilà, c'est un roman qui fait beaucoup parler de lui. Alors, je vois vos commentaires. Oui, les e-books, bien sûr, aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup plus accessible. Alors, si vous aimez lire en fait à partir d'un écran, je sais que pour certaines personnes c'est plus difficile et qui préfèrent ou qui sont plus classiques, qui préfèrent toucher le papier ou sentir le livre, comme c'est mon cas. Après, peut-être pour les nouvelles générations, les e-books sont beaucoup plus accessibles, plus faciles. Alors, j'aimerais vous parler de ce roman, prix Renaudot des lycéens. C'est un roman aussi, c'est un prix, pardon, très important. Alors, ce roman, écrit par une toute jeune femme, Victoria Mas, et nous plonge dans le Paris de la fin du 19e siècle, à l'hôpital psychiatrique de la Salpêtrière. À l'époque, aujourd'hui, c'est un hôpital. À l'époque, c'était un hôpital psychiatrique. De quoi parle le roman? Alors, chaque année, un étrange événement est organisé par le célèbre neurologue Charcot, le bal des folles, d'où le titre du roman. Ce sont des femmes internées dans cet hôpital psychiatrique et qui sont exhibées devant la haute société, déguisées et maquillées comme pour un bal masqué. Le récit suit Eugénie, qui est une jeune femme issue d'une famille bourgeoise, enfermée par son père parce qu'elle affirme voir des esprits, des fantômes. À l'hôpital, donc elle est enfermée par son père qui la croit folle. À l'hôpital, elle rencontre d'autres femmes qui sont aussi brisées par cette société hypocrite, patriarcale à l'époque. Et on enferme toutes ces femmes qui peuvent déranger, des épouses trop rebelles, des épouses infidèles et des filles trop libres pour l'époque ou des mères dépressives trop tristes. Voilà, donc Victoria Mas, dans ce roman passionnant que je vous conseille vivement, raconte le combat de ces femmes pour leur dignité et leur liberté. Et le roman donne voix à toutes ces femmes oubliées de l'histoire.
Ensuite, nous passons donc à Pierre Lemaître, écrivain français et très célèbre, d'abord pour ses romans policiers, on les appelle des polars en français, et un peu sombres, des romans très noirs et gothiques pour certains. On peut aussi, certains les appellent les romans policiers gothiques. Mais il a évolué et il écrit aujourd'hui surtout des romans historiques. Alors, Pierre Lemaître débute sa carrière avec des romans policiers que vous pouvez voir à l'image, comme par exemple Le Travail soigné en 2006, qui introduit le commandant Verhoeven. C'est un personnage atypique, petit par la taille, mais immense par son intelligence. Ce même personnage revient dans Alex, publié en 2011, et ensuite dans son roman Sacrifice, publié en 2012. Avec intention toujours maîtrisée, Pierre Lemaître occupe une place particulière parmi les auteurs de polars, de romans policiers. Si vous aimez les romans policiers, allez-y. Pierre Lemaître est l'un des auteurs, des principaux auteurs de polar aujourd'hui. En 2013, il connaît une consécration avec Au revoir là-haut, que vous connaissez sans doute, roman historique sur l'après-Première Guerre mondiale. Ce chef-d'œuvre lui vaut le prix Goncourt et ce livre inaugure une trilogie consacrée au XXe siècle. Alors, vous pouvez voir à l'image les trois livres qui composent cette trilogie dans l'ordre, Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie, que je viens de finir et que je vous conseille aussi vivement, Miroir de nos peines, et écrit en 2020. Et les trois livres ont été adaptés au cinéma. Ensuite, la deuxième trilogie, vous pouvez la voir à l'image, et retrace les grandes transformations de l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous avez le grand monde, les silences et la colère, et tout récemment, un avenir radieux. Ensuite, nous passons à Valérie Perrin, autrice française contemporaine dont les romans, empreints de sensibilité et de poésie, ont conquis un large public dans le monde entier. Son écriture est très délicate, centrée sur les émotions humaines et les destins croisés, séduit par son humanité et sa profondeur. Publié en 2018, Changer l'eau des fleurs est le roman qui révèle Valérie Perrin au grand public. Ces livres racontent l'histoire de Violette Toussaint, une garde cimetière. Alors, c'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui, gardienne des cimetières. Et cette femme, cette protagoniste, elle a un passé très douloureux qui est dévoilé petit à petit. Et elle trouve, malgré ce passé difficile, du réconfort dans son quotidien. Et elle fait des rencontres et des confidences. Et à travers son histoire, le roman aborde les thèmes comme par exemple le deuil, l'amour, la résilience. La résilience est le fait de surmonter les difficultés de la vie. Et on peut assister à son passé, à cette vie qui a été très douloureuse pour elle, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de tact. Alors, Changer l'eau des fleurs a connu un immense succès avec plus d'1 million d'exemplaires vendus en France et une traduction dans plus de 30 langues. Elle a été traduite au polonais comme Dziecię Violette, et le roman a reçu plusieurs prix littéraires, dont les prix des lecteurs
et du livre des poches en 2019 et le prix Maison de la Presse en 2018. À travers ses romans, Valérie Perrin dresse des portraits profondément humains et émouvants. Son style à la fois fluide et empreint de douceur fait de chaque lecture une immersion dans des histoires poignantes où, encore une fois, la résilience est le thème principal. Nous passons ensuite à David Fuenquinos, écrivain français aussi qui a connu un grand succès dans le monde entier. Ses œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues. C'est un auteur qui explore dans ses romans des thématiques récurrentes, douloureuses aussi, et qui peuvent changer complètement les destins d'un être humain. Des drames, comme par exemple la mort d'un être aimé, un divorce, une séparation douloureuse, la vieillesse, mais aussi il explore notre capacité à faire face au drame et aussi il explore le thème de la résilience. Son premier grand succès, et vous le voyez à l'image, c'est La délicatesse, publié en 2009, roman qui raconte l'histoire de Nathalie, une femme qui tente de se reconstruire après la perte de son mari. Il a été aussi adapté au cinéma avec, si vous reconnaissez l'actrice qui est à l'image, c'est celle d'Amélie, Audrey Tautou. Très, très bon film. Dans les souvenirs, il aborde la question de la mémoire familiale et de la transmission. Alors, j'avance un petit peu vers ces autres romans et je vous raconte brièvement de quoi ça parle pour vous donner envie de les lire. Vers la beauté. Le protagoniste s'appelle Antoine Duris, c'est un brillant professeur aux beaux-arts. Il abandonne tout pour devenir gardien de musée. Ça peut paraître étrange à son entourage. Qu'est-ce qu'il fuit? Alors, derrière cette apparente fuite, un drame terrible se cache et l'art devient son refuge, son seul refuge. C'est un roman qui parle du pouvoir salvateur de la beauté et principalement de la beauté dans l'art. Ensuite, nous avons deux sœurs. Mathilde, l'une des sœurs, pensait avoir trouvé l'amour de sa vie quand son compagnon la quitte brutalement. Son monde tombe, s'effondre. Son obsession pour lui, pour cet amour qui est parti, devient terrible et l'angoisse monte petit à petit. C'est un roman difficile, très sombre pour certains, peut-être l'un des romans les plus sombres de Fuenquinos, qui nous raconte la plongée terrible dans la dépression après une rupture amoureuse. Ensuite, peut-être plus léger, et je vais mieux, le roman commence par l'histoire d'un homme qui souffre d'un mal de dos inexplicable. Pardon. Mais si cette douleur était le symptôme d'un mal plus profond, c'est avec beaucoup d'humour et de justesse que Fuenquinos explore les maux du corps et de l'âme. Ensuite, vous avez Charlotte, qui est un hommage bouleversant à Charlotte Salomon, artiste juive allemande, qui a été assassinée à Auschwitz. C'est un roman écrit en vers libre. C'est un roman qui retrace le destin tragique de cette peintre juive allemande et son besoin vital de peindre pour survivre à la tragédie. Je vous ai mis à l'image un film animé excellent ainsi qu'un documentaire proposé par Europe 1 que vous trouvez gratuitement sur YouTube. Vous mettez Charlotte Salomon Europe 1 et vous allez le trouver. Ça dure 33 minutes.
Et ensuite, le mystère Henri Pic. De quoi parle ce roman? Dans une bibliothèque bretonne dédiée aux manuscrits refusés, un roman oublié devient un best-seller. Qui l'a écrit? Un suspense littéraire captivant où Funkinos rend hommage au pouvoir des livres et au hasard. Je vous les conseille, bien entendu. Et c'est un livre peut-être beaucoup plus léger, amusant et qui se lit très, très rapidement. Ensuite, un autre auteur célèbre aujourd'hui, Guillaume Musso. C'est l'un des écrivains français les plus lus des 2 dernières décennies. Il est né en 1974 et il s'impose dès son premier succès comme un maître du suspense teinté de romance et de surnaturel. Ses romans, traduits dans une quarantaine de langues, mêlent mystère, psychologie, émotions très fortes et ces romans ont le pouvoir de captiver un large public. Son univers se trouve entre la littérature populaire et le roman policier. Oui, Eva, Vers la beauté, tu voudrais les lire? Oui, oui, sincèrement. Mais c'est un roman, je l'ai lu, il est fort, il est très fort, peut-être à ne pas mettre entre toutes les mains. Il aborde des thèmes difficiles, mais je vous les conseille. Je vous les conseille évidemment, mais c'est un roman aussi peut-être un peu difficile à lire par rapport à ces thématiques. Donc, pardon, je reviens, je lis vos commentaires en même temps. Et donc, je reviens à Guillaume Musso. Et alors, il est comparé un petit peu à Stephen King ou à Marc Levy, hein, dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà, donc si vous aimez l'univers littéraire de Stephen King, vous pouvez aimer aussi Guillaume Musso. Ah, ah. Isabella, oui, tu connais Musso et Marc Levy? Oui, ce sont deux auteurs. D'ailleurs, ils sont très souvent comparés, hein, comparés. Alors, dans la littérature française contemporaine, Musso occupe une place à part. Pourquoi? Alors, loin des cercles littéraires traditionnels, il domine le classement des ventes en France chaque année. Son style est accessible et sa narration est très cinématographique et qui attire un grand lectorat dans le monde entier. Exemple, son roman Et après, qui a été adapté au cinéma avec l'acteur français, encore une fois, Romain Duris. Voilà, si vous avez et vu le film, vous pouvez aussi donner vos avis, vos critiques par rapport au livre. Oui, Musso, il est très populaire en Pologne. Je sais. J'ai travaillé dans d'autres pays, notamment au Mexique et aussi en Amérique latine. Musso, il est très, très célèbre. Tout à fait. Ensuite, Amélie Nothomb. Alors, elle est belge, autrice belge, née en 1966. C'est l'une des figures les plus singulières et prolifiques de la littérature francophone contemporaine. Elle est connue pour sa plume ironique, sarcastique, son univers un petit peu fantasque, étrange. Elle est connue aussi par son excentrisme. C'est un personnage un petit peu excentrique. Elle publie en moyenne un roman par an depuis Hygiène de l'assassin, publié en 1992, qui l'a propulsée sur le devant de la scène. Elle est née dans une famille de diplomates et Amélie Nothomb a passé, ou Nothomb, je crois que les deux prononciations sont possibles, elle a passé son enfance entre le Japon, la Chine, les États-Unis et l'Asie du Sud-Est. Son roman, alors je vais changer de diapositive, le plus célèbre, c'est Stupeur et tremblement, et peut-être le plus accessible et le plus, même s'il aborde une thématique aussi difficile
et l'appartenance à une culture ou un pays. Et parce que Amélie, la protagoniste, en fait, c'est Amélie, c'est un roman autobiographique. Elle pense connaître le Japon et son pays de cœur et d'adoption, où elle passe une partie de son enfance. Mais en fait, elle raconte dans un style tragicomique et qu'en fait, elle ne connaît pas très bien le Japon et elle aborde les différences culturelles entre l'Occident et l'Orient dans un style très comique. Vraiment, je me souviens que j'étais jeune, je l'ai lu, je l'ai dévoré quand j'étais à l'université et que je faisais mes trajets en bus. Je l'ai fini, je crois, en aller-retour et je rigolais dans le bus tout seul, tellement il y a des scènes étonnantes, surprenantes, très, très, très drôles. Mais en même temps, c'est un roman très, très touchant. Et parce que, en fait, elle avait idéalisé ce pays qu'elle pensait être le sien. Oui, exactement. Kasia, elle est bizarre. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un personnage excentrique. Et donc, pardon, je reviens au personnage de ce roman. Et donc, elle idéalisait le Japon et petit à petit, elle se rend compte en fait mais, que le Japon, comme finalement, comme tous les pays du monde, avec des côtés positifs, mais aussi des côtés négatifs. Et finalement, elle se rend compte en fait qu'elle elle n'est pas japonaise. Elle n'est pas japonaise alors qu'elle croyait l'être. C'est un roman très, très important et très beau pour les personnes qui ont deux identités et deux nationalités, qui vivent à l'étranger, comme par exemple moi, et qui sont en quête d'identité. C'est un roman très, vraiment très, très beau et accessible, relativement accessible. Alors, Amélie Nothomb, ou Nothomb, alors son œuvre est très marquée par l'autofiction, mêlant le grotesque, la philosophie. Il y a des pages aussi qui peuvent être très, très philosophiques et une certaine poésie dans le langage. Cependant, comme dans tous les auteurs, certains critiquent en fait une certaine répétition dans sa production. Ces récits courts et percutants finissent par se ressembler. D'autres louent au contraire son imagination débordante et son écriture accessible. À vous de vous forger une idée par rapport au roman d'Amélie Nothomb. Alors, en tout cas, elle a un talent indéniable et ses livres se vendent par millions dans le monde entier. Elle a un lectorat très, très fidèle. Elle a une correspondance avec ses lecteurs. Elle leur raconte de manière très ouverte et drôle. Et cette correspondance est l'une de rares auteurs, autrices qui maintient une correspondance avec son lectorat. Voilà, vous pouvez trouver gratuitement des entretiens, des interviews sur sa vie et surtout sur son expérience au Japon. Ensuite, j'avance un petit peu. Marc Lévy. Alors, n'hésitez pas à commenter les romans de Marc Lévy, à conseiller un roman à vos camarades qui nous écoutent. Alors, Marc Lévy est l'un des auteurs aussi les plus lus au monde aujourd'hui. Il est né en 1961. Il connaît un succès énorme dès son premier roman, Et si c'était vrai, une histoire d'amour tentée de fantastique et qui a été adaptée au cinéma en 2005. Et depuis, il publie presque un livre par an aussi, comme Amélie Nothomb, avec des millions d'exemplaires vendus et des traductions dans une cinquantaine de langues. Lévy séduit un large public grâce à des récits accessibles, mêlant romance, suspense et fantastique. Ces romans, souvent construits comme des scénarios de films,
offre des intrigues rythmées et des personnages très attachants. Il sait toucher la corde sensible en abordant des thèmes universels comme par exemple bien sûr l'amour, les destins, la mémoire, mais aussi la quête d'identité comme Amélie Nothomb. Au fil des ans, il élargit son registre en intégrant des éléments de romans policiers et d'espionnage et en proposant aussi, et par exemple, alors je vous montre, voilà, les films qui a été tirés de son premier roman, et si c'était vrai. Et donc son succès populaire, il est indéniable. Et Marc Levy est régulièrement, alors aussi critiqué peut-être pour son écriture parfois jugée un peu simple et un petit peu stéréotypée, mais il plaît à un large public et l'important finalement, c'est de proposer des histoires qui plaisent à tout le monde. Il est souvent comparé à Guillaume Musso, avec qui il partage aussi une approche très cinématographique et très efficace dans sa narration. Il a aussi un public international. Ses romans sont traduits dans le monde entier. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et ensuite, nous avons Anna Gavalda, écrivaine française née en 1970, ancienne professeure de lettres. Elle s'est imposée comme l'une des auteurs contemporaines les plus appréciées grâce à la fluidité de sa plume, à son humour, à son humanisme aussi, qui se dégage dans ses romans. Son premier recueil de nouvelles, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, paru en 1999, connaît un immense succès et reçoit le Grand Prix RTL Lire en 2000. Ce livre marque le début de sa carrière en France et à l'étranger. Elle confirme son talent avec Je l'aimais en 2002, roman sur l'amour et le renoncement, et surtout Ensemble c'est tout, est paru en 2004, son plus grand succès. Le roman, adapté au cinéma en 2007, raconte la rencontre des quatre âmes blessées qui trouvent refuge les unes auprès des autres. Alors, je vous montre. Voilà, le film qui a été tiré du roman. Et Ensemble, c'est tout. Alors, dernièrement, son recueil Feindre l'armure en 2017 illustre sa capacité à dépeindre les fêlures de l'âme avec beaucoup de justesse. Son univers romanesque repose sur des personnages ordinaires mais profondément attachants. Et en quête d'amour, de rédemption ou d'essence. Sa plume accessible et sincère parle à un large public en mettant en avant la simplicité du bonheur et la richesse des émotions humaines. Voilà, Anna Gavalda. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire des commentaires par rapport au roman. Alors, et j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Alors, et parler d'Amélie Nothomb. Et dans l'univers, donc, est en effet très, très particulier. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à faire des commentaires, s'il vous plaît, sur le chat. Et j'aimerais revenir encore sur Stupeur et Tremblement. Je vous ai mis des images du film. Tous ces romans sont très cinématographiques. Et le film qui a été tiré de Stupeur et Tremblement
Il est en japonais, entièrement en japonais, et ça a surpris le public japonais, et parce que l'actrice a dû apprendre le japonais, et j'ai oublié le nom de l'actrice, mais en tout cas, le public japonais a été très surpris parce que il ne pensait pas en fait qu'une occidentale pouvait tomber amoureuse du Japon. Et je vous le conseille vivement. C'est un film qui a aussi gagné beaucoup de prix. Et Sylvie Testud, voilà, c'est le nom de, de l'actrice. Et je vous le conseille aussi vivement. Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Voilà. Ensuite, par rapport à David Funkinos, donc Charlotte qui raconte l'histoire d'une peintre juive allemande. Vous avez un film qui a été tiré aussi de son histoire, un film animé, et vous pouvez trouver énormément de documentaires sur son histoire. Ensuite, j'aimerais revenir sur David Funkinos ses romans, alors qui plaisent à un très large public parce qu'il a la capacité de nous parler en fait des romans, dans ses romans et des mots qui peuvent en fait affecter tout le monde, comme par exemple une séparation douloureuse, une crise existentielle. Il se considère lui-même comme un dépressif heureux. Il aborde des sujets en général pour les gens qui ont entre 35 et 55 ans. C'est une période difficile dans notre vie où malheureusement souvent on commence à perdre les amis, les divorces arrivent, les enfants quittent le foyer familial et on se retrouve tout seul, parfois face à ces vides quand les enfants font leur vie et qu'ils quittent la maison. Voilà, David Funkinos, il s'est attaché à ces moments douloureux de l'existence. Et comme par exemple dans La délicatesse, où il aborde en fait le veuvage et une femme qui perd son mari et qui se retrouve face à ce vide. Quoi faire? Comment donner un sens à notre vie? Et dans Deux sœurs, la protagoniste Mathilde, elle est toute jeune, elle fait face à une séparation douloureuse. Et alors, Welbeck, oui, c'est vrai. Alors, c'est un auteur, merci Mao-Gorjat, c'est un auteur très particulier, très particulier. Évidemment, je n'ai pas le temps de vous proposer d'autres auteurs et nous arrivons bientôt à la fin du webinaire. Vous avez, oui, bien sûr, alors Welbeck, c'est un auteur très particulier dans le paysage littéraire aujourd'hui et très critiqué aussi parce qu'il nous propose un monde particulier, très particulier. Je sais il est traduit dans beaucoup de langues. Alors oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas eu le temps de proposer d'autres auteurs. N'hésitez pas à les mettre sur les chats. Et vous avez Welbeck, bien sûr, Welbeck. Et je vois Didier Héribon. Anna, alors je ne connais pas cet auteur. Si tu peux nous raconter un petit peu sur le chat quel type de roman il rédige. Ok. Alors, je vois Annie Ernaux, bien sûr, tout à fait, qui a gagné le prix Nobel. Peut-être plus difficile à lire. Tout à fait. Alors, évidemment, nous n'avons pas le temps
d'aller plus loin. Il manque beaucoup d'auteurs mais nous avons juste 1 heure. Et je vais vous proposer pour un prochain webinaire et la littérature classique. Évidemment, il manque énormément d'auteurs aussi par rapport à la littérature classique et que je vais vous proposer une prochaine fois. Voilà, voilà. J'espère que ces petits webinaires, alors évidemment, je n'ai pas l'ambition de vous proposer tous les auteurs contemporains, hein, mais pour une prochaine fois, nous allons aborder d'autres auteurs contemporains et également des auteurs classiques. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous remercie énormément d'avoir été aussi nombreux et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci.